Voilà, bonjour à tous. Donc, je m'appelle François Crespo, je suis psychiatre. Je travaille à la Fondation Phoenix à Genève. Et avec Marina Croquette-Crocard, on a ouvert une consultation de psychologie positive en janvier 2010, donc il y a presque 2 ans maintenant. Et je vais vous faire part un peu de cette expérience. Je voulais bien sûr remercier les organisateurs de m'avoir laissé un peu de temps libre pour parler de ce thème qui me tient à cœur, Jean-Jacques Deglon en particulier et toute l'équipe d'organisation. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 5 minutes pour, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la psychologie positive, voir un peu de quoi on parle. Alors voilà, donc la consultation a été ouverte à Genève, 2010, je vous l'ai dit. Alors, en pratique, je voudrais vous faire partager une expérience que je vais vous parler en tant que clinicien. C'est ce que j'appelle le syndrome de la salle d'attente. C'est-à-dire que ce soit à Genève ou dans les autres endroits où j'ai pu pratiquer, j'ai toujours remarqué que les salles d'attente étaient souvent plus gaies que la salle de consultation. Et qu'on avait souvent affaire à des patients qui étaient des professionnels de la psychothérapie, qui avaient éclusé la psychanalyse, la gestalt-thérapie, puis qu'ils arrivaient en TCC, parce que je suis de formation cognitivo-comportementale, et après en psychologie positive. Et en fait, on avait affaire à des gros pros de la question. Et dans la salle d'attente, c'était plus gai, plus joyeux. Et je me suis toujours dit, au fond, il y a quand même d'autres ressources sur lesquelles on ne s'appuie pas, qui sont peut-être intéressantes à développer. Alors, le hors-sujet aussi, c'est un des thèmes que j'aime bien en psychothérapie. J'ai beaucoup de confrères qui font du hors-sujet pendant les consultations. On ne parle pas du problème, on parle des enfants, de la femme qui sourit quand elle dort, l'enfant qui réussit ses études. Alors, vous avez le patient qui est complètement en échec, puis il entend comme ça défiler, il voit défiler tout le succès familial de son thérapeute. J'ai jamais compris où était l'approche thérapeutique, bien que le hors-sujet soit quand même intéressant, surtout si c'est le patient qui le fait. C'est-à-dire, ça nous permet de voir dans quel secteur il balaye. On fera quelques hors-sujets d'ailleurs pendant la petite demi-heure, ce sera un petit exercice. Alors, la psychothérapie, première chose, c'est pas la petite maison dans la prairie, ni les bisounours. Elle s'appuie sur les points forts de l'individu. Comme je vous le disais, c'est l'histoire de la salle d'attente, c'est-à-dire qu'on sait que l'individu a des forces qui sont souvent inexploitées ou qui ne sont pas amenées au cours des consultations. On sait par ailleurs que toute personne a un potentiel de développement possible, d'amélioration de sa psyché à 40%. Mais c'est une étude qui va concerner à la fois quelqu'un que l'on peut qualifier de quelqu'un en souffrance, mais quelqu'un qui, j'ose pas dire comme vous et moi, parce que quand on sait la prévalence des problèmes psychologiques dans la population, pas plus vous que moi, nous sommes en bonne santé psychologique. Mais on peut quand même se dire que globalement, quelqu'un qui s'en sort à peu près dans la vie a quand même un pourcentage de 40% d'amélioration possible. Alors c'est une discipline qui est toute récente, qui a donc 12 ans d'âge. C'est une science, elle est basée sur des preuves médicales, elle s'adresse à tout le monde, elle peut s'appliquer dans le monde professionnel, dans les addictions, dans le couple, elle est compatible à peu près avec toutes les thérapies, même si les TCC et la thérapie systémique sont peut-être plus à l'aise avec la psychologie positive que d'autres formes de thérapie. Le père fondateur, c'est Martin Seligman, qui s'est fait connaître en particulier sur son modèle qu'il a développé dans les années 70 sur l'impuissance apprise, comment il a modélisé la dépression, et après comment il a travaillé sur l'optimisme, c'est-à-dire comment permettre à l'individu d'aller vers le mieux. On a notre deuxième père, l'optimisme c'est une valeur clé. Alors pourquoi j'ai marqué qu'il existait un marché du pessimisme? C'est que si vous regardez les ouvrages qu'on a dans les grandes librairies, à la FNAC ou sur Amazon en psychologie, c'est souvent des ouvrages qui vont parler de l'angle noir, sombre de l'individu. Et on sait qu'il y a aujourd'hui un marché, c'est plus facile à vendre un livre qui parle de pessimisme, tout va mal, on ne va pas y arriver, plutôt qu'un livre sur l'optimisme. La preuve, c'est que le bouquin de Seligman, c'est pas tellement vendu, alors qu'il a fait un livre remarquable sur l'optimisme. Donc l'optimisme, c'est tout simplement apprendre à y croire. Après, on a, alors je vais vous dire comment on le prononce, que c'est un peu difficile, c'est Csikszentmihalyi, donc c'est un auteur qui est de Chicago et qui a travaillé sur la notion de plénitude. Là, on va rejoindre l'exposé de Jacques Besson, et l'expérience optimale. Donc c'est très empreint de spiritualité, mais également très scientifique. Donc c'est une traduction du flow, on a parlé de flux. Alors c'est un ouvrage remarquable qui s'appelle Vivre, et qui explique justement comment en fait aller vers une sensation de plénitude sans l'usage de produits extérieurs.
Alors là, malheureusement, le diaporama n'a pas marché. C'était une photo de Peterson. Alors Peterson, c'est quelqu'un avec qui je travaille, qui est donc à l'université de Ann Arbor, à côté de Détroit, dans le Michigan, et qui a mis en place donc une série de questionnaires sur les valeurs. Et donc Peterson est donc un des chefs de file de la psychologie positive dans le monde actuellement. Et donc c'est avec lui que j'ai la chance de travailler. Alors, ce qui est intéressant dans cette notion de valeur en action, et je crois qu'elle nous parle, nous, en tant qu'Européens, du vieux continent, comme ils disent là-bas, c'est de dire qu'au fond, les valeurs en action, c'est tout simplement une certaine forme de philosophie, Montaigne, Rousseau, adaptée à la psychologie. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui me parle dans cette psychologie positive, c'est qu'on n'est pas tout à fait dans la méthode Coué ni dans l'optimisme à outrance, on est dans une approche assez raisonnée de, au fond, comment on peut utiliser les valeurs de l'individu pour l'aider à aller de l'avant. Alors, voilà, donc Peterson a regroupé dans un questionnaire où il identifie 24 valeurs, il les a regroupées sous 6 vertus différentes. Alors, vous voyez, on sent aussi une connotation qui n'est pas habituelle, vertu dans le sens force, 6 forces de caractère, sagesse, courage, humanité, amour, justice, modération, transcendance. Alors en fait, on a un questionnaire de 24 questions qui balaye ces 6 vertus et on fait remplir le questionnaire aux patients pour savoir exactement où ils sont à l'aise. D'une part, où est-ce qu'ils se retrouvent dans ces valeurs, et aussi, ce sont des valeurs en action, comme je viens de le dire, c'est-à-dire ce ne sont pas des concepts philosophiques, ce sont des concepts qu'on essaie d'appliquer au quotidien. Par exemple, si on prend la valeur de sagesse, on a l'amour d'apprendre, l'amour de la beauté. Et dans cette sagesse, on peut très bien avoir effectivement l'amour de la beauté, puis faire un métier répétitif, n'avoir pas la possibilité, même si aujourd'hui ça devient difficile, d'être connecté avec le monde extérieur. On peut avoir cette valeur, mais de 0 à 8, elle sera qu'à 4, parce qu'on ne l'a pratiquement pas dans la vie quotidienne. Voilà, donc ces valeurs, donc ces vertus, donc je vous ai mis un petit peu les points sur lesquels je m'appuie actuellement sur les consultations. Alors maintenant, on va arriver, après cette rapide description de l'historique de la psychologie positive, qui encore une fois est une discipline récente. Le premier congrès de psychologie positive, donc oui, c'est ce que je voulais dire sur Peterson, je l'ai organisé en Europe francophone en 2009. C'était à Aix-les-Bains, avec Peterson et Landsut Park, qui est également un autre grand auteur en matière de psychologie positive. Et on avait justement fait un congrès qui tournait autour de ces notions de valeurs en action. Alors, les éléments sur lesquels on va d'abord s'appuyer pour faire la consultation en psychologie positive, c'est le travail de modération en 5 sur le mindfulness. Alors pourquoi ? Parce qu'en matière d'addiction, on sait que l'impulsivité, le bouillonnement interne fait partie intégrante du tableau du patient. Encore une fois, alors c'est peut-être un biais de sélection que l'on a dans le centre, parce qu'à la Fondation Phoenix, on a quand même des patients qui sont des patients assez lourds. Quand même, on a un centre de distribution méthadone. Ce sont des patients qui ont souvent même presque toujours des polyaddictions, des traumatismes dans le passé. Et on a quand même affaire à une population qui est assez vulnérabilisée, on va dire. Donc le mindfulness permet un peu de poser les choses et d'éviter qu'on parte dans un foisonnement de questionnements sur la vie, l'amour, la mort, la consommation, j'y arrive pas, je vais pas y arriver, je ne vais plus toucher mon invalidité, ou je vais encore la toucher. Donc on va d'emblée être sur l'instant présent. Le deuxième élément que l'on va travailler, c'est justement d'apprendre un exercice de comment savourer l'instant présent. Alors bien sûr, il faudra l'adapter culturellement. Il y a des patients qui ne vont pas être capables de rentrer dans ces concepts. Il faut vraiment coller avec sa réalité, bien entendu. Donc comment savourer l'instant présent ? Donc clairement, c'est avec des exercices que l'on fait faire en dehors de la consultation, avec comme ça des préconisations sur comment s'installer, par exemple, des choses simples, sur une terrasse d'un café, en buvant un café, en contemplant le soleil, en étant très en connexion avec le moment d'aujourd'hui, le moment présent. Donc ça rejoint bien sûr le mindfulness. Mais dans le savourer l'instant présent, on a aussi une notion qui, elle, a été carrément pompée au niveau des religions,
C'est pour ça que c'est intéressant ce débat sur les religions, parce qu'il est quand même, il teinte beaucoup la psychologie positive. C'est en fait, on demande le soir aux patients de faire le bilan de sa journée et de trouver 3 idées qu'il a eues, enfin 3 instants privilégiés qu'il a connus, positifs, agréables. Le terme positif, on va éviter, parce que c'est vrai que c'est très connoté anglo-saxon et ça ne parle pas tellement à nos mentalités francophones. Mais globalement, donc, qu'est-ce qui s'est passé de bien dans la journée, en sachant qu'on fait tous, qu'on soit dépendant ou pas, des biais de sélection, on va se retrouver en train de faire le bilan des choses qui ne vont pas bien. Et c'est encore plus marqué, encore une fois, dans nos mentalités européennes. Avant d'être psychiatre, j'étais généraliste et je remarquais que sur les 20 consultations que j'avais dans la journée, je me souvenais tout le temps de celles qui s'étaient mal passées. Mais les 18 où les gens, il n'y avait jamais personne qui venait avec un bouquet de fleurs en disant c'est formidable, ma vie a changé depuis que je vous ai connu. Mais il y avait quand même un par jour qui n'était pas content. Alors je me souvenais toujours de ce patient-là. Ça me rappelle une fois, il y a un patient qui me dit, vous savez pourquoi je vous ai choisi, docteur, je ne sais pas, peut-être que c'est la voisine qui lui a dit que j'étais quelqu'un de formidable. Quelqu'un d'autre a dû lui dire que j'avais un diagnostic extraordinaire. Il dit non, c'est qu'on peut facilement stationner devant votre cabinet. Ah, je me suis dit, ça fait plaisir. Grande leçon d'humilité. Alors, voilà, donc en fait, savourons l'instant présent. Alors, effectivement, essayons de nous souvenir. Vous voyez, là, je viens de vous faire un contre-exemple. J'aurais dû plutôt vous parler des gens qui me disaient, voilà, c'est formidable. Dans ma ville, il y a un marché où il y a une dame qui exposait ce qu'on n'avait plus là. Elle vendait une poudre un peu magique, et puis elle avait un flot de cartes postales où il y avait tous les gens qui la remerciaient. Il faudrait qu'on vienne avec nos lots de cartes postales de gens qui nous remercient. Voilà, c'est ça, donc savourer l'instant présent. Alors, c'est vrai, quand on raconte ça comme ça ne fait pas le truc, c'est pas la psychologie de la révélation. On n'est pas dans « moi, je vais vous dire ce qui vous arrive. Je vais vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas bien. » Tout s'est joué à l'âge de 5 ans, quand maman est entrée avec un biberon qui n'était pas assez chaud. Là, on n'est pas là-dedans. On est dans, voilà, on va travailler dans l'humilité, dans l'instant présent. Alors après, on est toujours dans la valeur de modération, dans la notion de pardon. Alors là, on va y aller avec des pincettes, parce que la notion de pardon, c'est une notion très marquée culture anglo-saxonne. Et chez nous, elle résonne trop, elle est trop connotée religieuse pour qu'on puisse l'aborder facilement dans les premières consultations. La notion de pardon va forcément arriver sur le tapis de la consultation, parce que les gens ont tous quand même un cahier de doléances marqué par rapport à leur passé. Et là, on n'est pas dans les biberons qui n'étaient pas assez chauds, on est vraiment dans le gros traumatisme, les grosses carences affectives, les gros traumatismes, vous voyez ce que je veux dire, les abus sexuels. On a pratiquement un patient sur 2 qui a connu un passé aussi traumatique. Et donc la notion de pardon, il ne s'agira pas de dire on va tendre la joue droite, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans la notion d'apaiser la personne par rapport au traumatisme passé. C'est une question qui m'interroge tellement que j'ai pas mal titillé Peterson quand j'ai eu la chance de le rencontrer l'an dernier, à cette époque-là, aux États-Unis. Et voyant que j'insistais un peu lourdement sur la notion de pardon, il m'a dit oui, mais rassure-toi, nous on est comme Kennedy qui disait il faut pardonner à ses ennemis, mais il ne faut pas oublier leur nom. Voilà. Mais ça, c'est pas écrit dans les bouquins de psychologie positive. Ça me permet peut-être aussi d'ouvrir une parenthèse sur... N'oublions pas que la psychologie positive, d'abord, a un nom qui n'est pas bien marketé, c'est pas génial comme terme, mais on n'a pas trouvé mieux. De toute façon, maintenant, il est international, donc on peut pas revenir en arrière. Dans quelques années, on sera plus à l'aise, probablement, avec ce terme-là. L'autre approche, c'est que c'est une discipline jeune. Et c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de naïveté. On sent un bois un peu tendre quand on parle un petit peu avec certains psychologues qui sont pourtant des grands noms, en particulier par rapport à l'argent. La psychologie positive, elle est très... l'argent ne compte pas, ce qui compte, c'est l'épanouissement de l'être humain, ok, mais attendez, vous prenez combien? Alors Peterson, il ne prend pas cher pour venir, mais les grands noms de la psychologie positive, c'est carrément $30 000. J'espère qu'on n'a pas payé ce prix-là pour faire venir nos amis américains, mais c'est hors de prix. Alors après, ils vont nous dire, les mêmes, l'argent ne compte pas. Moi, c'est pareil, il y a $30 000, moi je peux vous dire pendant des heures que l'argent ne compte pas, il n'y a pas de souci. Donc il faut être un peu cohérent, d'où la notion de valeur en action. Alors... on va essayer de travailler après, dans les consultations, la notion de curiosité. Alors là, c'est vraiment une notion qui est très basse dans les questionnaires que l'on fait remplir aux patients. On a perdu la curiosité, le goût du savoir. La curiosité se résumant souvent à où trouver le produit, à quel prix. Donc là, on est vraiment sur une ouverture sur le monde extérieur.
Alors dans ma pratique, j'ai eu une option qui est très marquée par justement aider les gens à s'ancrer dans la vraie vie et dans dans la société. Et on fait un gros travail sur comment trouver justement un emploi. Et c'est là où je me rends compte qu'ils sont passés à côté de... Alors ils ont tous un portable, ils ont tous souvent l'iPhone, 2 patients sur 3, donc Apple a bien pénétré tous les marchés, bravo. En revanche, ils n'ont pas intégré les possibilités qu'avait Internet, par exemple, pour trouver de l'emploi. Et on est face à des gens qui ont effectivement une approche très immature d'Internet et des formidables capacités que nous ouvre justement la connaissance à travers ce média. Créativité aussi, on a des ateliers de créativité qui sont très riches, très denses. Moi, il m'arrive d'accompagner des patients sur des conduites de projets créatifs pour des gens qui ont des métiers qui ne sont peut-être pas assez créatifs. Donc on fait soit un atelier d'écriture. L'écriture est un vecteur très fort de créativité, soit un roman, soit structuré, par exemple, un étudiant qui fait une fac de droit. Donc ça permet en plus, nous, on est au courant de tout, c'est vraiment intéressant. Comment on prépare une première année de droit à Genève, comment on essaie d'écrire un roman sur mon expérience de toxicomane avec une patiente. Donc ça permet de rentrer dans des univers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et puis on peut aussi travailler sur des notions, alors que Peterson appelle fort justement transcendance. Alors on a le goût du beau dans la transcendance, on a la spiritualité. Alors la spiritualité, autant dire que c'est un domaine sur lequel on ne s'appesantit pas beaucoup parce que je dirais qu'il y a tellement de travail à faire avant que d'arriver sur cette notion-là, c'est plutôt compliqué. La seule chose qui m'arrive de faire, c'est quand les gens partent vraiment dans des déviances que l'on pourrait qualifier peut-être pas de sectaires, mais de New Age. Alors là, je les mets quand même en garde, parce que sur Genève, on a des propositions très protéiformes de groupes, de spiritualité, mais des fois, il faut un peu s'accrocher aux branches, si j'ose dire. Et là, il faut revenir à des notions simples, terre à terre, en disant, OK, mais que penserait votre grand-mère, qui était quelqu'un de terrain, qui avait les pieds sur terre, de ces après-midi où vous avez passé votre après-midi à écouter un son monocorde qui venait d'un autre pays? Je crois qu'il faut rester un peu lucide. Alors, il y a une des valeurs qui est bien altérée, c'est la valeur d'humour. Souvent, on se rend compte que les patients ont beaucoup de mal avec l'autodérision en particulier, comment se moquer un peu de soi-même, et comment se moquer, alors bien sûr avec délicatesse, mais de l'environnement dans lequel on évolue. On a vraiment souvent des personnes qui sont assez plombées dans leur conversation et qui manquent justement cette capacité. Alors, le mot transcendance est un mot fort. Moi, j'ai cette capacité à prendre du recul. Alors, si on regarde un petit peu ce qui sort dans le questionnaire de Peterson, on a la notion de modération qui est altérée, pour cause. L'addiction, c'est avant tout une pathologie de la modération. À chaque fois que je lève la tête, je ralentis parce que je vois les traducteurs qui font un énorme travail. Donc, je me dis qu'il faut ralentir un peu le rythme. Je les salue parce que j'ai écouté tout à l'heure la traduction anglaise qui était excellente. La persévérance est accrue. Alors là, c'est un effet malheureusement indésirable de la recherche de produits. C'est qu'ils sont habitués à s'accrocher. S'il faut veiller jusqu'à 3 heures du matin, on veillera jusqu'à 3 heures du matin. C'est paraît-il à cette heure-là que sortent les trafiquants de cocaïne en ce moment à Genève. Donc voilà, on sait les horaires. Et puis la valeur transcendance. Alors dans la valeur transcendance, il y a l'optimisme qui cote assez bas. Et puis on a des valeurs liées à l'humour, comme je viens de le dire. Alors si on fait une comparaison, en entreprise, on a des valeurs de justice qui sont élevées. La valeur transcendance, les gens aiment le goût, ont le goût du beau. Par exemple, une présentation comme on vient d'avoir, voilà, c'est quelque chose où on prend du temps, on se pose pour essayer d'ouvrir un petit peu notre perspective sur l'avenir. Et puis, une grande valeur, ce questionnaire, j'ai beaucoup fait passer en entreprise depuis maintenant 4 ans. Et ce qui me surprend à chaque fois, c'est qu'on a des valeurs très marquées d'humanité et d'amour dans tous les milieux professionnels que ce soit un milieu administratif, un milieu industriel. On sent que les gens développent, et heureusement, une grande capacité à être solidaires les uns avec les autres. Alors la solidarité, c'est aussi un élément fort de la psychothérapie positive, de la psychologie positive, c'est l'altruisme. La notion d'altruisme, de relation d'aide, ce sont des grandes notions qu'on essaie de développer en matière de psychoéducation.
Alors voilà, là on a parlé du cortex préfrontal, donc effectivement on a cette activation dans la méditation. Dans la gratitude, si on maintenant revient un petit peu sur ces grands éléments, je vous l'ai dit, il y a savourer les expériences de la vie. La gratitude permet d'augmenter l'estime de soi, elle permet d'affronter le stress post-traumatique. Alors dans la gratitude, je vous l'ai dit, la psychologie positive est une discipline encore récente, et là, on n'échappe pas un petit peu au ridicule. Quand on lit certains ouvrages qui ont été pondus dans d'autres cultures, des fois il faut un peu s'accrocher parce que c'est vraiment alléluia, la vie est belle. Hein. Non, moi je crois qu'il faut quand même être assez prudent. On peut être effectivement rempli de gratitude, mais ce que je vois dans la gratitude, il y a un élément vraiment intéressant, c'est que on remercie les gens qui nous ont aidés, mais quelque part, quand on leur dit merci, c'est déjà terminé. Et dans la gratitude, moi, je travaille vraiment sous cet angle-là. Je travaille l'angle de on arrête la dépendance affective. Et ça, c'est un point qui est très important. Je trouve que la dépendance affective en TCC, elle n'est pas tellement étudiée. Il y a peu d'ouvrages en TCC, en thérapie cognitivo-comportementale, qui en parlent. Et je trouve que beaucoup de nos patients souffrent de cette dépendance affective. On est tous un peu pareil, on a tous une dette envers quelqu'un, et on a du mal à trouver notre autonomie de pensée. Et je dirais que la gratitude, je la travaille aussi dans l'idée d'aider le patient à trouver son autonomie par rapport à son environnement affectif et par rapport à nous-mêmes. La pire des choses qui pourraient nous arriver, ce serait d'avoir notre poster dans la salle d'attente, enfin dans la chambre à coucher du patient. Bon, moi ça m'est jamais arrivé, je ne sais pas vous. Mais voilà, je crois qu'il faut éviter l'effet gourou, je sais tout, je suis irremplaçable. Une bonne thérapie, c'est 18 mois, puis après on passe à autre chose. Ou alors on envoie un collègue, mais on ne rentre pas dans ces relations d'interdépendance. Et justement, ça favorise l'autonomie. Alors dans la créativité, je dirais même, et aussi la curiosité, qui est une très belle valeur, on a donc cette notion de flux, c'est-à-dire cette notion où on n'a pas vu le temps passer. Vous voyez, c'est un peu ce qui vous arrive en ce moment. Vous arrivez ce matin à 9h, vous regardez votre montre, vous vous dites, il est déjà 6h, mais c'est pas vrai, my God, j'ai pas vu le temps passer. C'est ça le flux. Le temps s'est réduit. Et là, on se dit, bravo les organisateurs, ils ont trouvé des sujets qui ont su nous motiver. Alors, c'est une stimulation d'esprit qui est extrêmement protectrice, la stimulation, pardon, j'ai fait une faute. Donc, en fait, c'est une façon, je pense, dans la créativité et dans la curiosité, enfin, des études ont clairement démontré plutôt, c'est des petits moments où on se prend des petites doses d'antidépresseurs. C'est mieux que les benzodiazépines, c'est mieux que les antidépresseurs. C'est-à-dire que c'est des petits moments où on est là comme ça, on se protège des agressions du monde extérieur. C'est intéressant de voir le profil d'ailleurs psychologique des gens qui font des métiers qui ont la curiosité extrêmement stimulée. Quand on regarde par exemple une profession qui me fascine, c'est celle de journalisme, les journalistes que je connais ont tous quand même un profil où quand ils sont dans la vraie vie, ils s'ennuient. La plupart des journalistes que je connais, d'ailleurs, quand ils sont en retraite, en général, ils sont plutôt mal en point. Et je crois qu'en fait, ça vient du fait que c'est un métier qui stimule tellement la curiosité. Si vous regardez en plus avec l'avènement des web, des sites, des journaux, donc là, ils sont pratiquement en flux tendu, ça fait une vie qui est exaltante. Moi, j'adore par exemple les chroniques de Beretta du Point, qui sont excellentes dans le niveau des médias. Bon, je regarde, il est complètement addict à son ordinateur parce qu'il fait une chronique toutes les 4 heures. Donc il est tout le temps dans son ordinateur. C'est impressionnant, quoi. Mais je pense que ça lui donne, je pense, je ne voudrais pas dévoiler de secret, mais ça doit être assez stimulant pour lui. Voilà, alors le pardon, je vous l'ai dit, c'est une notion qu'il faut prendre avec précaution. On a introduit cette notion de justice réparatrice. Alors, ça rentre dans le débat au niveau de la justice en France en particulier, avec les travaux de Jacques Lecomte, qui est le président de l'association francophone de psychologie positive, qui cherche à substituer justement comment faire transformer une peine qui ne soit pas forcément la prison en quelque chose qui ne soit pas la vengeance, mais qui soit réellement réparateur. Parenthèse, si on regarde l'indemnisation des accidents de la route, par exemple en France, avec la loi Badinter, en fait, c'est une justice qui n'est pas réparatrice. Elle donne de l'argent aux gens, alors que les gens n'attendent pas forcément de l'argent. Ils attendent autre chose. Par exemple, que le conducteur fautif fasse un stage par exemple, si c'est à l'emprise avec l'alcool, de cure anti-alcoolique.
Voilà, le monde ne peut pas fonctionner sans, on le voit, hein, quand il y a des conflits qui s'éternisent comme ça. Une fois, j'ai eu quelqu'un d'enthousiaste à Lausanne me dit « Ah, c'est formidable ce que vous faites, pourquoi n'interviendriez-vous pas sur le conflit israélo-palestinien ?» Alors je me suis dit, je ne sais pas ce qu'ils servent à la cantine à Lausanne à midi, mais oui, pourquoi pas. Voilà, le pardon est aussi protecteur contre la dépression et la paranoïa. Donc on s'oppose à la vengeance et à la fuite. Alors les exercices de pardon, ça c'est un classique, se pardonner à soi-même, écrire une lettre de pardon sans s'envoyer. Alors là, on le dit comme ça fait un petit peu sourire, ça marche de façon extrêmement puissante. Alors voilà comment on peut structurer une thérapie en psychologie positive. Donc je résume. Des exercices de mindfulness, donc on se centre sur l'instant présent, on savoure l'instant présent, on essaie de faire un exercice de gratitude au quotidien. Les religieux appelleraient ça de l'action de grâce, c'est-à-dire qu'on se dit on a eu de la chance de passer un moment à Biarritz, cette vue formidable qu'on a par exemple dehors avec les rouleaux, ces vagues, c'est vraiment génial. Quand on est dans un monde de montagne comme nous, ça fait du bien de voir ça. Gratitude sur le passé. Alors, je n'ai pas eu le temps de trop le développer, mais c'est un exercice que je développe beaucoup en consultation. On réécrit le passé avec les gens, parce que les gens ont tellement pris l'habitude de nous charger la mule pour bien montrer qu'ils avaient leur place en consultation, que quelquefois, ils oublient de nous dire quels ont été, par exemple, les gens qui leur ont permis de faire de la résilience. Et ces exercices permettent aussi de changer de regard, c'est-à-dire qu'on a souvent un biais de regard sur le monde, par exemple sur nos parents, sur nos grands-parents. On va les regarder à travers le monde d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que si on regarde avec la modernité que l'on a la chance de vivre, par exemple par rapport au statut de la femme, par rapport aux préjugés, par rapport aux règles, à l'emprise de la religion, parce qu'aujourd'hui on peut parler tranquillement de la religion, parce qu'on a passé le joug qui était terrible d'une religion qui était quand même un peu dure avec les gens. Je crois qu'on ne peut pas comprendre le monde d'aujourd'hui. Donc prendre du recul par rapport à ce passé, le pardon et la créativité. Et surtout, ce qui est important, c'est d'agir et de ne pas rester sur des notions abstraites. Il faut vraiment essayer de transformer ces notions que je vous ai indiquées, qui sont autant d'exercices à faire, que de parler. Alors, 3 ouvrages que je vous recommande vivement. La force de l'optimisme, A Primer in Positive Psychology de Christopher Peterson et Vivre de Csikszentmihalyi.